Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Débutons ce journal par ce communiqué du conseil d'administration du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAP. Réunis en session extraordinaire à l'effet d'examiner la situation née de l'arrestation, la déportation et l'incarcération des acteurs de la société civile suite au meeting non interdit du 15 mars 2020, en l'occurrence Moussa Tchangari de Alternative Espace Citoyen, Halidou Munkaila, membre du conseil d'administration du ROTAP, Michael Zodi, coordinateur du tournoi La Page Niger, Moudi Moussa, coordinateur régional tournoi La Page de Niamey, Habibou Soumaïla, chargé à la communication tournoi La Page Niamey et El Haj Sani Shekaro, président du commerçant importateur-exportateur de Niamey. En effet, poursuit le communiqué, depuis la publication du fameux communiqué du gouvernement à l'issue de l'audit mené au ministère de la Défense nationale, le peuple nigérien en général et les organisations de la société civile regroupées au sein du cadre de concertation et d'action citoyenne ont montré leur désapprobation sur la manière du gouvernement qui est ni plus ni moins de soustraire des parents, amis et alliés épinglés par l'audit. Face à cette volonté manifeste du gouvernement à contourner la justice, les organisations de la société civile réunies au sein du cadre de concertation et d'action citoyenne ont projeté un meeting à la place de la concertation le 15 mars dernier. C'est alors qu'aux premières heures de ce 15 mars, les autorités avaient déployé un impressionnant dispositif de force de sécurité sur les lieux du dit meeting et sur tous les axes menant à la place de la concertation. Cette situation a conduit à l'arrestation, l'interpellation et à la déportation des acteurs de la société civile, dont celle de leur camarade Halidou Munkaila, membre du conseil d'administration du ROTAP. Au regard de tout ce qui précède, le conseil d'administration du ROTAP exige du gouvernement 1. Le respect pur et simple du principe de la séparation des pouvoirs. 2. Condamne l'arrestation et la déportation arbitraire de tous leurs camarades. 3. Exige du président de la République la libération sans condition de tous ces otages acteurs de la société civile dispatchés dans les différentes prisons de la région de Tillabéri et Niamey. 4. Encourage, soutient et félicite le conseil d'avocats et toutes les organisations membres du CCAJ dans leur lutte pour une justice juste, crédible et impartiale au Niger. Le conseil d'administration du ROTAP prend à témoin l'opinion nationale et internationale sur les violations des droits de leurs camarades arrêtés, droits pourtant consacrés et garantis par les instruments juridiques nationaux et internationaux relatifs à la protection des défenseurs des droits humains. Enfin, 6. Le conseil d'administration du ROTAP rend par conséquent responsable le président de la République, premier magistrat du Niger et toutes les autres autorités de la 7e République de ce qui adviendrait à leurs camarades de lutte en général et de Munkaila et de Halidou Munkaila en particulier. C'était là le communiqué de presse du conseil d'administration du ROTAP. Le ROTAP, c'est le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAP. Le coordinateur du ROTAP, Ali Idrissa, a retrouvé sa liberté aujourd'hui après s'être présenté au juge d'instruction. Ali Idrissa a passé 5 jours à la police judiciaire suite à la plainte déposée contre lui par le général Karingama et la femme de l'ancien chef d'état-major des armées. Plus de précisions dans ce reportage signé Ali Sissé Ibrahim et Sadou Toumi. L'acteur de la société civile et directeur général du groupe Labari est sorti libre du palais de justice après sa comparution aujourd'hui devant le procureur de la République. Mais avant tout, qu'est-ce qui a amené Ali Idriss à comparaître de nouveau à la justice? Tout est parti après la publication par lui des informations concernant le détournement effectué au niveau du ministère de la Défense. Et partant de ces publications, le général Karingama et la femme de l'ancien chef d'état-major des armées ont porté plainte contre Ali Idrissa pour avoir cité leur nom en ce qui concerne la scandaleuse affaire du ministère de la Défense. Après avoir passé plusieurs jours de garde à vue, Ali Idrissa a été présenté aujourd'hui
au procureur de la République. Ainsi, après plusieurs heures d'audition, l'Idrissa, qui est assisté par deux avocats, dont Boudal et Fred, est ressorti libre des mains de la justice. Et cela à la grande satisfaction des membres de sa famille et de ses camarades qui sont venus le soutenir. La situation sécuritaire et sanitaire au centre d'un point de presse animé cet après-midi par les autorités en charge de la région du Niamey. Plusieurs mesures ont été prises au cours de cette sortie médiatique, notamment celles pouvant contribuer à arrêter la contagion du coronavirus. Un extrait de ce point de presse du gouverneur avant de le retrouver en partie magazine de ce journal. Chaque jour, à partir de 17h, toutes les forces de défense et de sécurité sont mobilisées. Et chacun, dans son secteur, commence par circuler pour sensibiliser les populations, qui pour fermer les marchés, qui pour fermer les boutiques, ainsi de suite, et les encourager à rentrer à la maison très tôt. À partir de 19h, le couvre-feu devient effectif. Mais, compte tenu des distances, parce que Niamey n'est pas ce Niamey des années 1960 ou 1970, Niamey a grandi de manière exponentielle. Donc, entre nous, nous sommes concertés pour dire d'observer une certaine tolérance pour laisser les gens rentrer tout doucement. Et ce n'est qu'à partir de 20h, 1 minute, que le couvre-feu est mis en application. Et là encore, nous avons pris sur nous la responsabilité. Parce qu'au Niger, tout le monde connaît tout le monde. Au Niger, tout le monde est parent de tout le monde. Donc, nous encourageons les gens à rentrer parce que c'est tout ce qu'on demande. Qu'ils le fassent librement. Mais la loi étant la loi, et la loi s'appliquant à tout Nigérien, nul n'est au-dessus de la loi. C'est pour cela qu'à partir de certaines heures, je le précise bien, à partir de 23h, minuit, 1h, 2h du matin, qu'est-ce que des individus honnêtes ont à chercher dans la ville? C'est pour cela que nous procédons régulièrement à des interpellations. Des gens qui se pavanent sans destination précise. Et des gens qui provoquent les forces de défense. Donc, ceux que nous rencontrons sur nos chemins, nous les arrêtons. Poliment, nous demandons si le gars est muni d'une autorisation. Si l'autorisation est en bonne et due forme, on lui dit de continuer. Si le gars transporte un malade, on relève seulement l'identité du chauffeur et le numéro du véhicule. Et on le laisse continuer à l'hôpital ou à la clinique de destination. Mais si le gars n'a aucune pièce, tout simplement parce qu'il est au-dessus de la loi ou des lois nigériennes, là, nous l'interpellons et nous le conduisons au commissariat le plus proche. Là, il va passer la nuit avec nos éléments jusqu'au lendemain. Et c'est ainsi que des militaires des forces armées nigériennes qui ont voulu braver le couvre-feu ont été interpellés. Vous retrouverez en partie magazine de ce journal l'intégralité du point de presse du gouverneur de la région du Niamey, Issaka Hassan Karanta. Les députés nationaux ont prorogé à travers un vote le 11 avril dernier l'état d'urgence sur le territoire national pour une durée de 3 mois. Ceci pour donner au gouvernement le moyen de faire face à l'urgence sanitaire due au coronavirus dans notre pays. Cette prorogation de l'état d'urgence n'est pas du goût de l'acteur de la société civile El Mansour Mohamed.
toute mesure qui pourrait en tout cas ramener la sécurité, la santé publique et la sécurité publique dans un temps précis est une très bonne chose. Ce que les gens probablement voient, c'est qu'une mesure exceptionnelle est prise, n'est-ce pas, dans le cadre d'être dans une position pour ramener la quiétude, la stabilité et la paix dans un temps bien défini. Mais malheureusement, nous constatons au Niger les états d'urgence. Apparemment, c'est des états d'urgence à un temps indéfini. On les prend régulièrement. C'est ça que, de mon point de vue, que je vois. Prendre une mesure exceptionnelle pour ramener la paix, la tranquillité ou la sécurité publique dans un temps record, c'est une très bonne chose. Mais nous, en tant que citoyens, nous pensons que l'état d'urgence n'est pas un acte permanent qui est là tout temps, n'est-ce pas? Donc j'encourage l'État et le gouvernement du Niger qui ont pris cet acte-là, cet état d'urgence de 3 mois, état d'urgence de ceci, que les conditions soient créées dans un temps supportable pour que les raisons pour lesquelles l'état d'urgence est pris disparaissent. C'est ça a été les raisons de l'état d'urgence. On ne prend pas une décision d'état d'urgence en permanence pour l'éternité ou à l'infini, non. Et ce qui est important aussi, c'est l'engagement de l'État, c'est les mesures prises, c'est les moyens mis en place, c'est les ressources mobilisées pour venir à bout des raisons qui ont en tout cas été à la base de l'état d'urgence. L'esprit de l'état d'urgence, c'est de ramener la sérénité, la paix, la sécurité dans un temps bien précis, déterminé, et pour que les activités par la suite continuent normalement. Toujours par rapport à la prorogation de l'état d'urgence pour une durée de 3 mois, une de nos équipes est allée à la rencontre de quelques citoyens. Voici ce qu'ils en pensent. Nous sommes dans un pays où les gens se posent des questions si nous sommes totalement libres, parce que rien que pour des manifestations légales, on voit comment les forces de l'ordre dispersent les gens par la brutalité. Et aujourd'hui, on dit état d'urgence sur l'étendue du territoire. Je pense que ça va encore renforcer la force de l'État et ça va motiver encore ces forces de défense-là et de sécurité à vouloir atteindre l'intégrité physique de nos concitoyens. Je pense que les droits de l'homme nous donnent beaucoup de libertés avec lesquelles nous devrons jouir. Malheureusement, je pense que le gouvernement doit revoir d'abord, est-ce que réellement la situation impose à ce qu'on décrète l'état d'urgence sur le territoire national. Nous ne sommes pas psychologiquement prêts pour accepter ce genre de situation-là. Les Nigériens, dont je dirais, en tout cas surtout la population de Niamey, à mon humble avis, n'est pas encore prête pour cela. Parce que restreindre les libertés et donner une certaine capacité d'agissement aux forces de l'ordre, en tout cas vu la situation actuelle, je pense que vraiment les Nigériens nous ne sommes pas prêts pour cela. La preuve en est que même avec la récente décision qui est de mettre un couvre-feu qui va de 19h jusqu'à 21h, il ne faut pas voir maintenant comment dans certains quartiers déjà les jeunes ont commencé à se manifester, les réactions par-ci par-là. Tout ça là, c'est dû à un défaut, en tout cas de préparation psychologique. Aujourd'hui, les citoyens, ils ont besoin en réalité de certaines, comment on appelle, franchises dans les choses. Au fait, on veut savoir réellement est-ce qu'il y a nécessité de faire cela. Aujourd'hui, il ne faut pas voir dans le pays, partout, quand on prend des décisions, les citoyens, beaucoup commencent même à se poser des questions sur les mesures même actuelles qui sont prises. Est-ce qu'elles méritent d'être prises? Mais si maintenant, il faut donner la capacité aux autres de prendre des décisions sur les citoyens à tout moment qu'ils se sentent dans la nécessité de le faire, je pense que vraiment cela juste risque d'amener une tension plus, en tout cas,
une tension supérieure à celle que nous sommes en train de vivre actuellement. Et je pense que nous, ici au Niger, nous n'avons pas arrivé à un stade où on peut nous confiner totalement, où on peut nous empêcher de pouvoir sortir, chercher de quoi à manger. Parce que nous, tout ce qu'on cherche ici au Niger, c'est de quoi à manger, pouvoir maintenant nourrir nos familles et pouvoir maintenant aider les enfants aussi à poursuivre les activités académiques. Ce n'est pas comportement dans les autres pays. Nous en venons à présent à la partie magazine de cette édition consacrée à la sortie médiatique du gouverneur de la région de Niamey sur la situation sécuritaire et sanitaire en cette période de pandémie de coronavirus. Très bonne réception. Compte tenu de la spécificité de cette maladie qui n'a ni vaccin ni traitement prophylactique approprié, seule la prévention semble une arme privilégiée. Et c'est pour cela que le président de la République a décrété l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire national. Cet état d'urgence est assorti d'un couvre-feu à Niamey, d'un isolement de la ville de Niamey. Pourquoi spécialement Niamey? Eh bien, tout simplement, c'est parce que Niamey est l'épicentre de cette maladie. Tous les premiers cas graves, tous les premiers cas de porteurs du virus, tous les premiers décès ont été enregistrés à Niamey. Alors, sur instruction du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation, des affaires coutumières et religieuses, le CRS, c'est-à-dire le Conseil régional de sécurité de Niamey, a été investi des pouvoirs de la mise en œuvre des deux recommandations, à savoir le couvre-feu et l'isolement. Le couvre-feu prenait effet à compter du samedi 28 mars à 19h. Et cela jusqu'à 6 heures du matin. Et l'isolement a été instauré à partir du dimanche 29 mars. Le président a bien précisé que c'était pour 2 semaines renouvelables. 2 semaines parce qu'avec les prières de chaque Nigérien, de tous les Nigériens, nous avons pensé qu'au bout de ces 2 semaines, la maladie allait regresser, allait disparaître. Cependant, force est de reconnaître que devant notre impuissance, la maladie n'a fait que gagner du terrain. Les malades couchés, on ne les compte plus. Les morts également se sont multipliés. Mais nous avons voulu ne pas faire de bilan. Mais nous avons été amenés à le faire malgré nous, parce que accablés de suppositions, de supputations et d'affabulations. Tantôt on dit que la gendarmerie a fait cela, tantôt on dit que la garde a fait ceci, tantôt on dit que la police a sauté ici, alors qu'il n'en est rien.
hier soir et ce matin, la télévision nationale a fait un documentaire au niveau de la barrière route d'Osso. Parce qu'il nous a été rapporté que les policiers sont amadoués, ils sont sous-doués pour laisser passer les véhicules. Mais qui est fou? Nous opérons au nombre de combien? Est-ce que les gens le savent? Chaque nuit, c'est au moins 20 véhicules de la police qui sortent. Et chaque véhicule transporte 8 à 10 personnes, calculées. Chaque nuit, c'est 20 véhicules de la garde nationale qui sortent. Chaque nuit, c'est 20 véhicules de la gendarmerie nationale qui sortent. Comment se fait-il que les gens pensent qu'on peut soudoyer quelqu'un dans tout ce monde? Les esprits malins ont trouvé l'astuce de contourner les barrières de police pour s'adonner à un trafic illicite, à un transport illicite, c'est-à-dire les kabou-kabou, qui chargent 3 à 4 personnes pour contourner les barrières de police et aller déposer les gens à 10, 15 km où d'autres véhicules les attendent. Et contre toute attente, ces véhicules surchargent les gens. Alors que face à ce péril qui nous guette, il a été demandé aux uns et aux autres d'observer une certaine distance pour éviter la contamination de masse, pour éviter la propagation de la maladie. C'est par surprise que les journalistes de l'ORTN se sont retrouvés sur le terrain et le commissaire les a autorisés à filmer ce qui se passe. Et ils ont vu les véhicules qui contournaient, ils ont vu les motos qui contournaient, etc., etc. Parce que tout simplement, aux premières heures de la mise en œuvre de ces recommandations, le CRS s'était réuni ici. Après une réunion dirigée par le ministre délégué à la sécurité publique, en présence du secrétaire général du ministère de l'Intérieur, le directeur général de la police nationale, le haut commandant de la gendarmerie nationale, le haut commandant de la garde nationale et tous les chefs militaires de ces corps, plus le président de la délégation spéciale et moi-même, gouverneur de la région de Niamey. Donc nous avons humblement et à l'unanimité décidé que des circonstances atténuantes seront accordées aux équipages de la ville de Niamey qui s'occupent de la salubrité. Les hommes de presse, les médias, publics et privés, nous les avons autorisés à circuler sur l'ensemble du territoire de la communauté urbaine pour voir ce qui se passe réellement, pour informer, sensibiliser les populations afin de lever tout équivoque. Parce que la première nuit de notre opération, des esprits malins ont utilisé les réseaux sociaux pour envoyer des images d'autres pays. Mais c'est oublier que nous aussi nous sommes intelligents. C'est oublier que le Nigérien a le flair et qu'il suit les événements. Parce qu'après tout, nous sommes dans un village planétaire. On sait où ces éléments ont été tournés. Nous n'avons pas besoin de le dire. Ce n'était pas le cas de Niamey.
chaque jour, à partir de 17 h, toutes les forces de défense et de sécurité sont mobilisées. Et chacun, dans son secteur, commence par circuler pour sensibiliser les populations, qui pour fermer les marchés, qui pour fermer les boutiques, ainsi de suite, et les encourager à rentrer à la maison très tôt. À partir de 19 h, le couvre-feu devient effectif. Mais, compte tenu des distances, parce que Niamey n'est pas ce Niamey des années 1960 ou 1970, Niamey a grandi de manière exponentielle. Donc entre nous, nous nous sommes concertés pour dire d'observer une certaine tolérance pour laisser les gens rentrer tout doucement. Et ce n'est qu'à partir de 20 h, 1 minute, que le couvre-feu est mis en application. Et là encore, nous avons pris sur nous la responsabilité. Parce qu'au Niger, tout le monde connaît tout le monde. Au Niger, tout le monde est parent de tout le monde. Donc, nous encourageons les gens à rentrer parce que c'est tout ce qu'on demande. Qu'ils le fassent librement. Mais la loi étant la loi, et la loi s'appliquant à tout Nigérien, nul n'est au-dessus de la loi. C'est pour cela qu'à partir de certaines heures, je le précise bien, à partir de 23 h, minuit, 1 h, 2 h du matin, qu'est-ce que des individus honnêtes ont à chercher dans la ville? C'est pour cela que nous procédons régulièrement à des interpellations. Des gens qui se pavanent sans destination précise. Et des gens qui provoquent les forces de défense. Donc, ceux que nous rencontrons sur nos chemins, nous les arrêtons. Poliment, nous demandons si le gars est muni d'une autorisation. Si l'autorisation est en bonne et due forme, on lui dit de continuer. Si le gars transporte un malade, on relève seulement l'identité du chauffeur et le numéro du véhicule. Et on le laisse continuer à l'hôpital ou à la clinique de destination. Mais si le gars n'a aucune pièce, tout simplement parce qu'il est au-dessus de la loi ou des lois nigériennes, là, nous l'interpellons et nous le conduisons au commissariat le plus proche. Là, il va passer la nuit avec nos éléments jusqu'au lendemain. Et c'est ainsi que des militaires des forces armées nigériennes qui ont voulu braver le couvre-feu ont été interpellés. Et le lendemain, mis à la disposition de leur chef. Il y en a qui sont souvent en moto. Vous savez qu'il y a trop de vols de moto à Niamey. Donc nous sommes obligés de contrôler. Si le gars est venu d'abord d'un laisser-passer et il nous présente les pièces de la moto, s'il n'y a pas de pièces, donc nous l'interpellons et nous le chargeons avec la moto à destination du commissariat le plus proche. C'est ainsi qu'il nous est donné de développer. Et là, écoutez, des motos qui ont été volées il y a 2 mois, nous sommes en train de les retrouver. Puis il y a des gens qui circulent avec des véhicules sans plaque. Nous les arrêtons, nous les interpellons et nous les conduisons au commissariat où à partir du matin, une enquête est ouverte pour savoir à qui appartient réellement le véhicule. Dans notre mairie de l'eau, comme dira l'autre,
il y a des jeunes. Parce que le président de la République a instruit les différents niveaux des enseignements de fermer les établissements scolaires pour éviter la contagion de masse. Ces jeunes, au lieu de se soucier de leur avenir et de leur carrière, ils viennent organiser des mandats sur les antennes principales. Ils viennent organiser des mandats pour braver les forces de défense et de sécurité sur lesquelles ils se mettent à jeter des cailloux, sur lesquels ils se mettent à jeter des bouteilles. Eh bien, là, mesdames et messieurs, nous avons dit non. La riposte du CRS, c'est de chasser tout ce monde de misérables. Et c'est ainsi que nous avons entrepris de ramasser les chaises, les bancs, les théières, les bouilloires, les t-shirts et autres qu'ils utilisent. Nous avons également non seulement interpellé des personnes, les 2 premières semaines, 867 personnes ont été interpellées. Les 3 nuits consécutives du renouvellement, nous avons interpellé 344 personnes. Eh bien, toutes ces personnes, ce n'est pas des bons pères de famille, ce n'est pas des bons chefs de famille, mais c'est des délinquants qui ne se respectent pas. Par conséquent, nous ne pouvons pas leur demander de respecter les autres. S'il faut synthétiser, je dirais que le couvre-feu est respecté à Niamey par la quasi-totalité des chefs de famille responsables. Je précise bien que j'ai dit que je remercie et que je félicite la population de Niamey qui a bien compris et accueilli le couvre-feu comme mesure préventive de cette maladie. Il y a quelques jours encore, il ne faut pas se le cacher, des gens, pas des mots, parce que les intellectuels ne croyaient pas à l'existence de cette maladie. Des gens ont évoqué des stratégies ou des stratagèmes à des politiques qui n'aiment rien. C'est une question de vie ou de mort. Parce qu'on a une autre politique qui l'a déjà dit. Il faut être vivant d'abord pour prétendre à la présidence de la République ou à la députation. Non. Quelques malades disaient qu'ils avaient pour récolter quelqu'un avant que ce soit. Et je l'ai dit, je le répète, à chacune de ces apparitions, que les gens regardent bien, que les gens analysent bien, le président de la République, Elhadji Soumaïla, ce n'est plus le même. Parce qu'il est meurtri jusque dans sa pointe, en tant que père de la nation, en tant que bon père de famille, qui se soucie de la vie et de la préservation de la vie de ses compatriotes. Ce n'est pas le même usage que vous avez pour lui. Donc, que les gens se disent que c'est sérieux. Chaque nuit que Dieu fait, non seulement nous travaillons toute la journée, mais chaque nuit, nous sommes avec nos éléments sur le terrain. Tantôt on est à Goudel, tantôt on est à Route Tchanga, tantôt on est à Niamey 2000, tantôt on se retrouve à Nyalga ou à Karayi. Pas pour dire aux gens de rentrer chez eux, mais pour demander à nos éléments de faire preuve de professionnalisme.
de faire preuve d'humanisme et de respecter la dignité humaine de tout un chacun. Mais si quelquefois nous sommes obligés d'utiliser le gaz lacrymogène, c'est parce qu'on est forcé. Sinon, personne ne souhaite toucher aux cheveux d'un seul Nigérien. L'essentiel, c'est que nous demandons aux uns et aux autres de se conformer aux horaires, et puis c'est tout. Tous ceux qui ont la volonté de se déplacer, ils viennent ici, ils viennent à la ville pour chercher de laisser passer, qui leur sont délivrés gratuitement, comme montre quelqu'un qui a payé un sou. Eh bien, c'est laissé passer, c'est du papier. Nous n'avons pas d'imprimerie pour les fabriquer. Mais parce que nous entendons respecter les instructions du président de la République, chef de l'État, nous sommes en train de nous arranger, de nous débrouiller pour mettre les gens en conformité avec le règlement. Et il y en a qui pensent que c'est l'occasion d'insulter le président de la délégation spéciale, d'insulter le gouverneur. Ils font les malins, ils font ceci, ils font cela. Merci. Nous allons encaisser, parce que nous avons accepté cette lourde responsabilité. Surtout cette dernière responsabilité que le Tout-Puissant Allah nous a imposée. Parce que quand il n'y avait pas eu cette pandémie de coronavirus, il y a des milliers et des milliers de Niaméens qui ne connaissent même pas le gouvernorat. Il y a des centaines et des milliers de Nigériens qui ne connaissent même pas le bureau du président de la délégation spéciale de Niamey. Quand ils disent mairie, ils disent Yantala ou bien ils disent Bukoti, mais on oublie qu'il y a, comment ça s'appelle, le centre névralgique est là, à Habuganda. Donc, continuez d'insulter, c'est pas grave. Nous nous assumons, je le dis pleinement. Nous n'allons pas reculer, nous n'allons pas nous débiner. Et ma fierté, c'est que nous avons la complicité de toutes les forces et de défense et de sécurité du Conseil régional de sécurité de Niamey. Nous sommes ensemble, nous parlons le même langage, nous regardons dans la même direction. Ceux qui veulent écrire dans les journaux, ceux qui veulent publier, je ne sais pas, dans les réseaux sociaux, ils n'ont qu'à faire leurs commentaires, faire leurs délations, etc. Cela ne nous change pas. Cela ne va pas nous diviser. Et je le dis, au nom du CRS, nous allons conduire cette mission, Inch'Allah, jusqu'à terme.